Bien, donc on continue à balayer nos idées reçues. On va changer de domaine puisque là, on va aborder le champ de l'orientation. Alors, vous avez pu voir que le titre qu'on a donné à cette séquence, je sais plus, c'était "On a perdu le sens de l'orientation" ou un truc comme ça. C'était une pirouette en fait parce que quand on a commencé à parler d'orientation au sein du comité scientifique, on a trouvé mais tellement d'idées reçues qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas en trouver une qui fasse ce chapeau pour cet ensemble de stéréotypes qui prenait des allures d'inventaire à l'après-vert. Donc on a fait une petite pirouette comme ça, et puis on a fait appel à André Chauvet, à qui on a confié la mission de tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur l'orientation. André intervient depuis plus de 25 ans dans le champ de la professionnalisation des conseillers en mobilité, en insertion professionnelle, dans l'aide aux organisations dans la conduite de changement et dans l'ingénierie des dispositifs d'accompagnement. Il a accompagné énormément de structures, il est très connu bien sûr du milieu des praticiens de l'orientation et il anime une réflexion de manière incessante et multidirectionnelle sur les questions d'orientation et notamment il essaye d'introduire en France les idées d'un chercheur canadien qui s'appelle Yvan Bossé, pardon. Yann Le Bossé. Yann, hein, Ouais. qui travaille sur le pouvoir d'agir et qui fait des choses réellement passionnantes. Je ne sais pas s'il aura le temps de nous en parler dans le maquis des idées reçues sur l'orientation, mais en tout cas, voilà, André, à toi. Merci beaucoup. Donc j'ai écrit plein de choses, mais j'arrive pas à me lire, donc ça va être compliqué. Alors j'adore l'idée d'aborder les idées reçues sur le champ de l'orientation. Alors le problème, c'est qu'il y en a tellement que on est absolument obligé de faire une playlist en fait. Hein. Donc suite à la demande de Thierry, j'ai essayé de repérer toutes les idées reçues qu'on pourrait. Alors m'attaquer aux idées reçues, ça fait un peu guerrier, donc tu me connais, c'est pas vraiment mon style, donc plutôt les interroger, c'est-à-dire me poser la question de quelle manière elles ont un impact sur les stratégies des personnes et de quelle manière finalement elles empêchent d'agir. Voilà. Je pense que Jean-Marie est parti, mais juste une petite idée toute simple là dans ce qu'il a dit. Il nous a donné l'idée de la PEC qui aujourd'hui, par exemple, 40 à 50% des personnes qui ont bénéficié d'un conseil auront une évolution professionnelle dans l'année qui suit. Je vous laisse juste méditer sur ce que ça suppose en termes d'imputabilité entre l'activité de conseil et l'activité de mobilité professionnelle. À partir du moment où on va poser des actes de conseil, par exemple, dans lesquels on cherche un lien de cause à effet entre le service qu'on va rendre et la mobilité de la personne, déjà, on va être en délicatesse. Ça pose tout à fait la question de quelle est la nature du service qu'on va rendre dans le champ de l'orientation et en fait à quoi on va voir que le travail qu'on fait a du sens et qu'on fait bien son travail. Donc moi je vais peu évoquer la question institutionnelle parce que je pense qu'on l'a beaucoup brassé depuis ce matin et que voilà, la réforme est en cours, on va attendre un peu de voir ce qu'elle va donner. J'évoquerai peut-être des aspects sémantiques sur la question du SPRO notamment et du CEP, mais plus pour m'interroger sur ce que ça produit du côté des personnes et aussi comment on peut imaginer les impacts que ça peut avoir du côté des professionnels. Et finalement, je m'intéresserai peu à la dynamique institutionnelle dont on sait très bien aujourd'hui qu'elle va avoir des effets. Alors, comme c'est un sujet très sérieux, voilà, j'aime bien Xavier Gors qui a une conception de l'orientation très personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, qui va nous poser la question du brouillard, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand je pose la question, oui, c'est ça, c'est mon Wi-Fi qui veut absolument venir là, donc c'est terrible. Oui, je ne sais pas si vous voyez toujours, non, vous ne le voyez pas, c'est revenu. Ça pose des questions toutes simples sur quelle est la définition sur laquelle on va s'accorder sur les questions de l'orientation. Alors, mon propos va s'organiser autour de trois choses, en fait. Essayer dans les idées reçues sur l'orientation, essayer d'abord de savoir de quoi on parle. Vous voyez que la première chose qui nous frappe, et le CEREC a fait une étude, et Thierry y a consacré du temps et de l'énergie sur la première chose, c'est que finalement personne n'est à peu près d'accord sur quand on parle d'orientation de quoi on parle, et chacun a une conception de l'orientation en fonction de la place qu'il occupe, ce qui me paraît parfaitement légitime, mais qui pose un vrai problème de brouillard quand on va traiter ce sujet-là. Donc c'est le premier point que je voudrais évoquer parce que vous verrez qu'en termes d'idées reçues, en fonction de la définition qu'on va porter, le regard qu'on va porter sur le service qu'on rend n'est pas du tout de même nature. Je vous donne un exemple. Si on considère qu'il est nécessaire que toute personne fasse des choix éclairés, ce qui peut m'aller comme définition, c'est pas du tout la même chose que si on décide à un moment donné qu'il faut passer d'une orientation subie à une orientation choisie.
qui est un des poncifs qu'on va brasser dans le champ de l'orientation depuis très très longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, les gens décident jamais ce qu'ils veulent, et la vie est triste, donc il faudrait imaginer des dispositifs dans lesquels les gens puissent réellement décider ce qui peut les intéresser. Et là, on va voir que, là, en termes de poncifs, on va embrasser un certain nombre. La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est effectivement, avant de rentrer dans les idées reçues, c'est dans quel monde aujourd'hui on est et du coup quel est l'impact du monde dans les stratégies des personnes sur tout simplement les stratégies d'orientation. Jean-Marie l'a encore une fois évoqué 5, 6 situations professionnelles que les gens vont vivre tout au long de leur vie. On est sans doute bien en deçà de la réalité des situations sociales aujourd'hui. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de la question de la formation. J'ai une vraie interrogation aujourd'hui sur les problématiques de déclassement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les gens acquièrent, qu'on fasse monter le niveau de qualification de la population dans son ensemble, pour que d'une certaine façon, ça génère ipso facto des orientations pertinentes et des positions sociales satisfaisantes. Si on faisait aujourd'hui l'évaluation finalement du non-recours à la formation, tout simplement parce que les gens pensent que la formation n'est pas le déclencheur premier pour accéder à une position sociale, on pourrait avoir tout un débat aujourd'hui sur l'utilisation de la formation, mais aussi tout simplement sur l'idée du développement des compétences tout au long de la vie. Donc vraiment, je vais aborder cette question-là. Tu m'arrêtes quand il est trop tard, en fait. Hein, voilà. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est effectivement, je vais essayer de tordre le cou. Alors, je ne vais pas tordre le cou, c'est vraiment méchant et c'est pas mon style, mais il y a quelques idées reçues que je peux plus supporter, quoi, notamment celle de projet professionnel, voilà, et celle de voilà, d'emploi durable. L'idée même d'emploi durable aujourd'hui me donne de l'urticaire quand je vois aujourd'hui l'accès à l'emploi pour les publics aujourd'hui et la manière dont on accède au travail. L'idée même de la probabilité qu'un jeune qualifié accède à un emploi à 30 ans est faiblement probable. Donc ça pose toute une question de la conception des vies professionnelles que peut avoir notre jeunesse, nos enfants, nos petits-enfants. Puis la troisième chose, c'est vraiment, une fois qu'on a dénoncé, c'est bien sympa, mais du coup, quel modèle on pourrait avoir et quel fil on pourrait tirer. Et je suis dans un lieu tout à fait propice aujourd'hui ici. J'ai eu la chance de visiter ce matin ce lieu-là et je vais vous dire par exemple la première chose qui est importante dans le champ de l'orientation, c'est développer la curiosité. Dans la plupart des modèles aujourd'hui un petit peu innovants sur le développement du pouvoir d'agir, la première chose qui va nous intéresser, c'est est-ce que l'individu a le sentiment de contrôler quelque chose sur ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il a le sentiment finalement d'avoir une lecture suffisamment ouverte sur les possibilités de l'environnement. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que plus vous êtes en situation de vulnérabilité, moins vous avez le sentiment de contrôler quoi que ce soit de votre propre vie, et en fait, plus vous allez réduire les focales sur la connaissance de l'environnement professionnel. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a une vraie question à se poser autour du fait que quels seraient les leviers, quels seraient les modèles sur lesquels on peut, sur lesquels on peut se positionner. Alors, ce qui est très marrant dans l'histoire de l'orientation, alors je vous rassure tout de suite, j'ai 28 plans, je vais en utiliser 4, je pense. Hein, donc voilà. Juste ce qui nous fascine quand vous interrogez aujourd'hui les gens sur l'orientation, vous faites un micro-trottoir. Hein. Moi, je suis venu ici en bus ce matin, hein, donc le bus 24, un jour où il pleut, vous imaginez, c'est très compliqué. Alors juste, c'était vraiment une stratégie d'orientation, c'est-à-dire que je pensais que Fabienne viendrait me chercher à l'hôtel ce matin, puis elle n'est pas venue, et je pensais autrement prendre un taxi, et en fait, il n'y avait pas de taxi parce qu'il pleuvait. Et puis, troisième solution, comme j'avais prévu le coup, j'avais mis un parapluie et j'avais mis finalement le plan du bus. Et en fait, j'ai pris le bus, je suis arrivé au bus 24, et quand je suis descendu du bus, je me suis dit, où est Cap à quitter le métier? Heureusement, il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi qui avait son GPS et qui s'est promené avec moi. Donc, on a fait le tour à peu près 2 km pour nous retrouver devant le bus. Alors, je me dis, quand même, en termes d'outils d'orientation, c'est pas terrible. Par contre, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment formidable. Et je me dis, heureusement que le GPS marche pas, parce qu'autrement, il y avait très peu de chances que je la rencontre. Alors, quand on regarde les histoires d'orientation de la vie, ce qui nous fascine, la première chose qui nous fascine, c'est quand on interroge le sujet sur vous, vous avez vécu l'orientation comment? C'était bien, c'était pas bien? Et là, je vous pose la question brutale, est-ce que vous pensiez, il y a 10 ans, faire le job que vous faites? Vous y avez pensé quand vous étiez tout petit? Vous imaginiez déjà exercer l'activité qui est la vôtre? Alors, je me suis posé moi-même la question et en fait, j'osais pas le dire, mais en fait, dans mon expérience professionnelle, j'ai un souvenir mémorable. J'étais jeune surveillant d'externat, enfin, j'ai été jeune aussi, hein, et je me promenais dans les couloirs du collège et je rencontre un monsieur que je connaissais pas. En fait, c'était le conseiller d'orientation. En fait. Je lui dis à ce moment-là, il faudrait vraiment que je vienne vous voir parce que j'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard. Et là, à ce moment-là, cet homme charmant me regarde et me dit, t'as qu'à faire comme moi. Il s'appelait Jean-Marc Tordella, il était
conseiller d'orientation, il était directeur de CIO et j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans et j'ai beaucoup de plaisir chaque fois à lui rendre hommage. Ce qui veut dire que quand on interroge les gens sur les parcours d'orientation, ils n'ont absolument pas la même conception du résultat de l'orientation. Alors, c'est là où je veux en venir, c'est juste pour maintenir votre attention au début d'après-midi, vous avez compris, mais en même temps pour un sujet très crucial. Quand on parle d'orientation, de quoi on parle? Et la première question sur laquelle il y a une ambiguïté, c'est que la plupart du temps, on parle du résultat. C'est-à-dire le résultat, c'est quoi? C'est le choix, la décision, l'affectation, dans quelle situation on se trouve. Et on voit que dès qu'on interroge les personnes sur les résultats, en fait, l'orientation ne fonctionne pas. Il faudrait l'améliorer, elle est responsable de tous les maux, rien ne va, etc. On a tous été plus ou moins mal orientés, nos enfants aussi, l'école servent à rien, etc. Bon, on connaît ça par cœur, les 30 ans de mon expérience professionnelle. Sauf quand on regarde l'orientation que sur le résultat, c'est un peu comme si on s'intéressait au processus d'orientation avec juste la carte de départ, mais pas du tout la réalité de la vie des personnes. Par contre, on peut avoir une deuxième définition de l'orientation et s'intéresser plutôt au processus, c'est-à-dire s'intéresser à la manière dont les gens vont conduire leur parcours professionnel. Et là, ça nous déplace en termes de problématiques, mais vous avez compris aussi en termes d'indicateurs. Si la question, c'est de se poser qu'est-ce qui fait que les gens font ce qu'ils font et comment on pourrait les aider à avancer dans leur propre vie, la question du service à rendre ne va pas du tout se poser de la même manière. C'est-à-dire c'est l'arrivée progressive dans les processus d'orientation de la question des parcours. Au fond, est-ce que la responsabilité publique, c'est pas mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les personnes puissent conduire leur vie professionnelle et pour reprendre Amartya Sen que tu connais bien, pour vivre une vie qui a de la valeur à leurs propres yeux. Et dire ça, c'est s'interroger sur le fait que du coup, quelle est la fonction de l'orientation? Est-ce que c'est une fonction essentiellement de viser la cible ou est-ce que c'est la fonction de permettre aux gens de conduire et d'avancer dans leur parcours? Alors, tu as utilisé une jolie formule en début de l'intervention et tu as dit, par exemple, qu'il y a une approche multidirectionnelle. Le concept de référence que j'utilise aujourd'hui dans la question de l'orientation, c'est le concept qu'évoque Michel Serres dans son dernier livre, c'est le lierre multidirectionnel. C'est la capacité à avancer dans plusieurs directions en se saisissant de l'opportunité de celle qui va sortir la première. Ça veut dire que ce qu'on va appeler la sérendipité de manière savante et qui nous pose toutes les questions et sur lesquelles je reviendrai beaucoup, sur le fait est-ce que l'enjeu, c'est de permettre aux gens d'identifier de façon précise, sûre, rationnelle, quasiment obsessionnelle, le fait qu'ils ne se trompent pas, avec l'idée absolument certaine qu'à partir du moment où on va poser les termes, dans ces termes-là, on va augmenter le niveau d'indécision et on va augmenter la pression sociale, soit on considère que la fonction sociale du Conseil, par exemple, c'est aider les gens à faire des choix éclairés, donc forcément, c'est d'appréhender le futur à la fois dans les risques qu'on peut prendre, mais bien sûr dans les opportunités qu'on peut saisir. Alors dès qu'on est dans la question du parcours, ça nous déplace sur la question du service à rendre. Et là encore, si je visite aujourd'hui Aquitaine Cap-Métier, je suis heureux de pouvoir me rendre compte qu'on s'intéresse à l'expérience et au développement de la curiosité en situation, c'est-à-dire comment finalement l'individu va pouvoir petit à petit cheminer, ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes pour se rendre plus facilement compte de ce qui peut l'intéresser. La troisième chose sur laquelle on peut essayer de penser la question de l'orientation, c'est autour de la question de la direction, ce qui est la boussole de l'ONICEP dès le départ, mais aussi peut-être dans le sens signification. Quel sens ça peut avoir pour moi de faire tout ça? Et vous verrez que la plupart des modèles de l'orientation tels qu'ils ont été construits historiquement sont fondés sur une idée très simple. Je vais identifier ce qui me convient. Dans un deuxième temps, je vais mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l'atteindre et logiquement, si ça correspond aux valeurs fondamentales, je devrais y rester. La plupart des modèles sur lesquels on est sont des modèles de la chronologie, sont les modèles dans lesquels la planification succède à l'intention et dans lesquels, vous l'avez compris, l'enjeu majeur, c'est la qualité du projet et donc c'est l'identification du but. Je vais essayer de vous montrer dans la question des idées reçues justement comment ça c'est à la fois bouleversé par la réalité des situations sociales dans lesquelles on se trouve, mais aussi tout simplement par la vie, par la manière dont les gens vont conduire leur vie professionnelle. Alors j'ai un schéma par rapport à ça. Ça veut dire qu'on est dans une situation où la manière de poser les questions d'orientation, ça reprendra un petit peu ce qu'a évoqué Jean-Marie Marx, nous questionne sur plein de choses. La première chose, c'est toutes les crises économiques qu'on a évoquées, leurs conséquences sur l'emploi, c'est la difficulté d'accès, la précarité, le déclassement et l'évolution des formes de travail. On a très peu parlé jusqu'à présent de l'évolution des formes du travail. Je vous invite à lire le rapport du Conseil d'analyse stratégique de 2013 sur le travail en 2030.
Une des choses les plus importantes qu'il va souligner, c'est effectivement que le mode du salariat va rester. Par contre, il y a une explosion des formes de travail multiples, notamment de la multi-activité. L'arrivée de formes de travail différentes, l'arrivée d'un lien de plus en plus difficile entre l'élévation du niveau de qualification, l'accès à une position sociale, nous réinterroge sur la manière de conduire sa vie professionnelle. Donc clairement, ça va nous interroger sur les services à rendre par rapport aux personnes. C'est-à-dire, est-ce que la question va être uniquement de choisir la formation qui me permet d'accéder à l'emploi, ou est-ce que la question, c'est considérer la formation uniquement comme un moyen, et que la question qui va se poser, c'est comment je peux conduire ma vie professionnelle en essayant de développer au maximum les compétences qui me permettent de naviguer, tout simplement, compte tenu des incertitudes ambiantes. Et, je n'ai plus, oui, vous ne me voyez toujours pas, donc ça saute, voilà. La crise du travail, remise en cause du lien de pérennité, c'est-à-dire là aussi, si je suis Jean-Marie, la question du travail durable aujourd'hui est une vraie question. Depuis 2008, la première chose qui nous a frappé quand même, c'est que il y a de moins en moins de liens entre la qualité des contributions des personnes et la pérennité de leur place dans les organisations. C'est-à-dire que le fait de pouvoir garantir une place à un salarié n'est pas lié à la qualité de son travail, mais à plein d'autres paramètres. Et les individus l'ont très bien compris. Ça veut dire qu'à un moment donné, va se poser pour eux la question de la conduite de leur propre vie professionnelle dans un environnement de plus en plus stressant, de plus en plus contraignant, et on aurait pu en parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit se développer, David est là, il va reconnaître les travaux de Jean Guichard, c'est-à-dire en gros entre des salariés centraux, des salariés périphériques et des salariés nomades, on voit bien qu'il y a un développement du salarié périphérique, et parallèlement à ça, il y a des gens qui vont devenir des nomades, alors des nomades choisis, des nomades contraints, avec toutes les situations sociales qu'on peut rencontrer. Autre chose, parce que c'est très important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on vient d'évoquer en aparté juste la question de l'évolution du numérique, c'est-à-dire qu'on a une modification tout à fait considérable des usages aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vais vous donner, alors on pourrait parler de réseaux sociaux, recommandations, logique coopérative transversale, accélération, zapping, etc. Quand on travaille, je viens de travailler dans la mise en œuvre du SPRO sur la mise en œuvre d'un site internet d'une région. Hein. Quand on s'intéresse, par exemple, à comment on pourrait augmenter la connaissance de l'environnement socio-économique du côté des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc, qui est quand même une notion clé, c'est-à-dire que je choisis en fonction du répertoire de réponses que j'ai et de la connaissance que j'ai de l'environnement. La plupart des sites qu'on avait jusqu'à présent, ils étaient organisés sur une idée très simple. Dis-moi ce qui t'intéresse, tu iras chercher ce qui t'intéresse, et à partir de ce qui t'intéresse, on ira voir si c'est possible, et si c'est possible, on mettra en place le plan d'action. Logique tout à fait linéaire. Quand on regarde aujourd'hui les pratiques d'usage par rapport justement au développement du numérique, la première chose qui va nous frapper, c'est que les jeunes notamment, ce qui n'est pas le cas de leurs parents, vont commencer par fureter. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller voir des choses qui sont éventuellement intéressantes pour eux, mais pas forcément, donc ils iront ou ils iront plus. C'est-à-dire qu'ils vont développer des stratégies de furetage, de liane en liane, ce qu'on appelle vraiment de la sérendipité, pour permettre aux jeunes d'accéder de plus en plus à des niveaux de connaissances supplémentaires. Et l'idée même que finalement l'individu va d'autant plus augmenter la probabilité de faire des choix éclairés qu'il a des connaissances de l'environnement plus élargies est une idée centrale dans les logiques de service. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici, parce que d'une certaine façon vous avez déjà mis la première pierre à la question de la sérendipité. Alors j'aime bien la sérendipité parce qu'il y a des gens qui regardent sur leur smartphone ce que c'est. Hein. Donc en fait je regarde sérendipité, le fait de faire une découverte au hasard, c'est la tarte tatin, c'est Christophe Colomb, c'est voilà. C'est le concept de l'année 2015, c'est-à-dire que globalement, si vous voulez faire un truc sympa dans un groupe jeune, par exemple dans le champ de l'orientation de l'ESPRO, vous faites des ateliers de sérendipité, ils adorent. Hein, c'est-à-dire, vous leur dites, vous avez 20 minutes avec une connexion Internet pour trouver le maximum de métiers occupés par des jeunes aujourd'hui sur le territoire. Je peux vous dire, ça décoiffe, ça dépote. Et du coup, ça nous pose une vraie question sur les modèles d'intervention. Et là, je suis très sérieux. Ça veut dire qu'au fond, la manière dont on a pensé les processus d'orientation aujourd'hui est sans doute plus adaptée à la fois à l'environnement socio-économique, mais aux nouveaux usages de la rapidité, de la fluidité, le passage du flux au stock, enfin, etc. Toutes ces questions-là qui sont des questions centrales. Donc aujourd'hui, on s'amuse beaucoup en fait à réfléchir à comment on pourrait outiller les personnes dans la conduite de leur vie professionnelle en s'intéressant finalement à d'autres modèles d'intervention. Alors, j'aurais pas le temps de les développer, mais par exemple, l'arrivée du courant du live designing, par exemple, des approches contextualisantes, c'est des mots savants, mais pour dire tout simplement qu'on va se préoccuper du fait que nos modèles ont été plutôt chronologiques, plutôt linéaires, et qu'il faut plutôt imaginer des modèles de la fluidité, de l'itérativité et de la contextualisation. Là aussi, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est que, et là aussi ça rejoint ce que dit Jean-Marie Marx, c'est-à-dire qu'au fond, les choix des personnes vont être totalement corrélés et dépendants de leur lieu d'habitation.
On pourrait débattre à l'infini aujourd'hui sur est-ce que les gens mettent en œuvre leur projet professionnel. On pourrait discuter. Quand on interroge aujourd'hui, on a fait plusieurs travaux sur des parcours professionnels, quand on les interroge sur les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font et où ils sont. La première chose qui va nous frapper, c'est que la plupart des stratégies d'évolution professionnelle sont des stratégies de conciliation. Je négocie dans ma vie des paramètres de situation, localisation géographique, niveau de revenu, taux de crédit, travail du conjoint. Dans une étude qu'on a menée, on a 78% des facteurs de décision qui sont liés à des facteurs situationnels, 20% qui sont liés à des facteurs motivationnels intrinsèques. Donc ça nous pose des vraies questions méthodologiques sur le fait qu'au fond, le risque de l'orientation, c'est dites-moi ce que vous voulez, je vous dirai comment vous en passez. C'est vraiment Coluche. Et le risque qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement que dans la plupart des dispositifs d'orientation, on augmente le niveau de frustration des personnes parce qu'on renforce le sentiment qu'ils ont peu de contrôle sur leur propre avenir. Alors, je vous renvoie à une étude tout à fait étonnante qu'on fait très régulièrement sur la représentation qu'a la jeunesse de l'avenir. Est-ce qu'elle pense que l'avenir peut être sympa ? Est-ce qu'elle pense qu'elle peut agir sur son environnement et sur son futur? La première chose qui va nous frapper, alors ça fait lien avec Yann Le Bossé que tu évoques, c'est effectivement qu'en France, la population jeune pense à plutôt 30-32%, que l'avenir peut être sympa et qu'elle peut faire quelque chose sur son propre avenir, chiffres qui sont qui varient entre 4% au Japon et jusqu'à 78 à 80% dans les pays scandinaves et en Amérique du Nord. Ce qui pose bien la question culturelle du scepticisme généralisé, de la défiance généralisée, et du fait que quand quelqu'un a une idée un peu intéressante, on va lui dire « tu es sûr ?» Je ne sais pas, là je fais un petit aparté entre nous, vous êtes peut-être parents, vous êtes peut-être grands-parents comme moi, mais vous imaginez le repas, votre fils est en première et là vous savez qu'il y a les vœux à faire, quoi, donc ça commence à tendre, quoi, et tu envisages quoi plus tard? On verra. On verra après. Oui, mais il faudrait que tu te décides parce que tu sais, et le CEREC l'a prouvé, tout se joue ici et maintenant. Vous savez, vous allez appuyer sur valider, et une fois que vous aurez validé, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Et c'est des moments de repas tout à fait étonnants où, voilà, c'est toujours comme ça avec toi, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, tu penses que ça ne va pas le faire, etc. Et je le dis beaucoup plus sérieusement, ça veut dire qu'à partir du moment où on va introduire l'idée qu'il y a une faible réversibilité des choix d'orientation, qui est cautionnée par beaucoup d'études scientifiques, on va renforcer chez les gens le sentiment qu'ils ont quasiment un contrôle sur rien. On va développer le non-recours, tout simplement parce que pour certains ados, s'ils ne réussissent pas à l'école, ils ont le sentiment que ne pas réussir à l'école, c'est le seul truc qu'ils pouvaient un peu contrôler. S'ils ne contrôlent pas celui-là, rien ne sera possible. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cultures. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire pour travailler sur les questions décrochage. Alors ça me renvoie à la question que tu évoques sur le non-recours, c'est-à-dire plus vous allez focaliser sur un projet professionnel réaliste, compatible avec les ressources de l'environnement professionnel, plus vous allez augmenter les probabilités du non-recours. Ce qui veut dire que clairement, il nous faut penser les modèles d'orientation non plus dans une logique de la rationalité, mais dans une logique de la probabilité et du risque. Ça veut dire qu'on ne peut avoir des modèles d'orientation pertinents qu'à partir du moment où on intègre l'idée que vivre, c'est risqué. Je vous laisse réfléchir à ça, en fait. Alors ça, je ne vais pas le faire parce que c'est totalement déprimant. Donc voilà. Et si je vais le faire quand même, parce que ça me permettra de parler de Yann Le Bossé. Ça veut dire que globalement, pour terminer, avant de m'attaquer, pour achever les idées reçues que j'ai commencé à brasser, ça veut dire que globalement, les modèles de la représentation sur lesquels on est, ils ont été pensés à l'ère de la certitude et à l'ère de la rationalité et à l'ère de la planification. Ce qui veut dire présupposer de la stabilité, parcours professionnel linéaire, trajectoire prédéterminée. Alors prédéterminée par nos origines sociales, déterminismes sociaux, prédéterminée par notre capacité à gérer la complexité, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. On voit bien qu'à un moment donné, le monde dans lequel on est, il n'est plus le monde à la prévisibilité. Donc on est rentré dans le monde de l'incertitude. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'orienter, c'est s'orienter sans savoir la destination dans laquelle on va aller, puisque si vous regardez un petit peu ce qui est en train de se présenter dans la Silicon Valley, et si on regarde un peu les impacts aujourd'hui des nouvelles technologies sur l'évolution et la disparition des métiers, et la rapidité à laquelle ça va, je renvoie aux travaux de Rosa sur l'accélération, on peut avoir une interrogation sur notre propre visibilité, à savoir ce qu'on va devenir plus tard. Et juste la question, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard, nous réinterroge sur le sens de la vie, tout simplement. C'est-à-dire que les questions de l'orientation sont des questions très existentielles. C'est-à-dire, est-ce qu'il est important de savoir où je vais pour avancer?
Et je vous laisse la question. Parce que, d'une certaine façon, plus on pense qu'il faut penser le futur pour être sûr que ça va bien être plus tard, plus on risque de passer à côté de sa vie. Ce qui nous interroge, du coup, sur les modèles qu'on a. C'est-à-dire que, et là, je voudrais juste tirer un peu ce fil, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça veut dire que, par exemple, le changement de paradigme, le life designing, ce courant-là, c'est vraiment l'idée du tout au long de la vie, du holistique et de l'idée du préventif. Alors pourquoi je vous ai parlé de ma stratégie ce matin pour venir à Aquitaine Cap Métier? Tout simplement parce que j'avais prévu un parapluie et j'avais prévu de télécharger le plan de la ligne 24. L'orientation, ça va devenir ça, c'est-à-dire notre capacité à prévenir ce qui va se passer, mais non pas à prédire ce qui va se passer. Et vous verrez que tous les modèles de l'orientation aujourd'hui vont être nécessairement des modèles préventifs et non pas des modèles prédictifs. Et là c'est un gros sujet d'étude, c'est-à-dire comment on arrive à finalement accompagner les personnes dans un mode où il va falloir, alors je déteste le mot sécuriser, vous l'avez compris en m'entendant, ça veut dire que je vais m'intéresser plutôt à comment on peut mettre en place les conditions pour que les personnes puissent conduire les vies professionnelles le mieux possible au regard des cheminements qui sont le leur dans leur vie professionnelle. Alors, juste parce que voilà, j'aime beaucoup celle-là aussi. Avant de m'attaquer aux idées reçues quand même, alors ça c'est la vie quotidienne des jeunes ados qui sont en première année de fac où les parents lui disent bah, qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Alors c'est Guéluc qui dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard. La souris le regarde, elle dit qu'est-ce que tu vas devenir plus tard. Le regarde, elle dit vieille. Je dis ouais, j'adore. Voilà, c'est plus tard. Voilà, c'est la seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que je serai plus vieux plus tard. Je plaisante à peine. Ça veut dire que là, c'est une discussion que j'avais avec l'un d'entre vous d'une autre région sur le temps devient un objet de travail. Dans le champ de l'orientation, le temps devient un objet de travail. Et en fait, on a un risque considérable aujourd'hui de projeter trop loin dans une idéalisation d'un futur, alors même que les problématiques se posent ici et maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends les travaux d'Yann Le Bossier, la première chose qu'il va nous dire, c'est la position d'un accompagnateur, d'un conseiller, c'est permettre à une personne de franchir l'obstacle qu'elle rencontre, ici et maintenant, pour aller vers quelque chose qui est important pour elle, pour ses proches, pour sa communauté. Ça veut dire qu'il va nous interroger immédiatement sur la question de quelle est la fonction du conseiller. Est-ce que la fonction des conseillers, c'est émettre un avis? Est-ce que la fonction du conseiller, c'est permettre à la personne d'élaborer un projet professionnel? Ou est-ce que le champ de l'orientation, c'est permettre à la personne de résoudre le problème qu'elle peut rencontrer ici et maintenant avec l'idée qu'elle peut commencer à cheminer? Et cette idée, pour moi, est très importante, c'est-à-dire qu'elle va nous renvoyer à quelques idées finalement relativement simples que je vais essayer d'évoquer maintenant. Alors la première conséquence de tout ça, c'est que dans les plupart des travaux sur l'orientation depuis les années 80, le projet professionnel est central. Il est l'organisateur social, débat que j'ai eu par exemple sur la mise en œuvre du CEP, c'est-à-dire qu'en fait on considère que de toute façon la finalité du conseil d'orientation, c'est l'élaboration d'un projet professionnel. Or, la réalité de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est plus la seule modalité de projection. Alors, je vous donne un exemple très concret dans le cadre du CEP, par exemple, et ce sera le seul moment où j'en parlerai. On se rend compte aujourd'hui qu'on a dissocié, par exemple, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1, c'est l'accueil individualisé, le niveau 2, c'est le conseil, et le niveau 3, c'est la mise en œuvre, la planification et l'accompagnement à la mise en œuvre. Les professionnels qui ont un peu d'expérience par rapport à ça sont en train de se rendre compte que la question du plan et des moyens est quasiment immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je pourrais bénéficier de mon CPF ? Est-ce que la formation sera sur les listes du COPANEF? Est-ce que ça me coûtera quelque chose? Devient un enjeu de décision. Ce qui veut dire que le modèle qu'on avait pensé historiquement, qui est un modèle de la chronologie, je m'intéresse aux moyens qu'à la fin, devient un modèle inversé. On a de plus en plus de personnes, de plus en plus vulnérables, qui vont s'intéresser aux moyens et aux ressources avant de s'intéresser au projet. Et on va avoir des gens qui ne vont pas du tout avoir des projets professionnels, mais qui vont élaborer des stratégies de compromis en fonction des modalités qu'on va leur proposer. Ce qui veut dire, j'ai beaucoup de collègues qui me disent, mais attends, quelqu'un il vient, il m'a demandé juste quelle formation il pouvait être, je ne suis pas un guichet. Sauf que la réalité des modèles holistiques, c'est ça. C'est que je vais chercher les ressources disponibles dans l'environnement et je vais juste repérer si elles sont compatibles avec la situation qui est la mienne. Mais quand je dis ça, ça veut dire que c'est un grand choc thermique pour beaucoup de professionnels parce que ça réinterroge l'idée même de la chronologie et de la validation. Alors du coup, ça m'amène à interroger, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est l'idée absolue du bon choix. C'est-à-dire que
je vous interroge juste philosophiquement sur ce que c'est qu'un bon choix. Un bon choix, tu sais après si tu as fait un bon choix. Oui. Donc, et vous avez des gens qui vont nous dire droit dans les yeux, il faut absolument que je ne me trompe pas. Et dans ce grand moment sidérant où vous avez l'impression que, effectivement, vous n'allez rien pouvoir répondre à ça parce que se tromper, tu le sais juste qu'après, vous voyez bien, il y a toute la pression sociale qu'on va avoir. Donc l'idée obsessionnelle dans la réforme sur le fait que le Conseil doit aider les gens à faire les bons choix, pour moi, c'est une erreur stratégique majeure. C'est-à-dire que ce qui me paraît important, c'est que les gens puissent faire des choix éclairés et puissent prendre des risques acceptables, connus dans leur propre situation. Alors ça peut vous paraître une petite nuance de style, sauf que quand vous allez mobiliser les moyens nécessaires à apprécier le risque, vous allez immédiatement voir qu'on est tout à fait sur quelque chose d'intéressant avec les personnes qui vont trouver de l'intérêt à faire ce travail-là. J'en suis là, voilà. Je ne reviens pas sur les modèles de la rationalité de la chronologie, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les modèles dans lesquels on est aujourd'hui, c'est plutôt ceux de la rationalité de la chronologie, et on sait très bien aujourd'hui que ces modèles-là augmentent le niveau de l'indécision, c'est-à-dire qu'au fond, plus les gens sont vulnérables, plus on va augmenter leur indécision. Troisième modèle, qui pour moi est une idée reçue qui date des années 70, c'est-à-dire qu'on cherche à parier en fait des caractéristiques individuelles à des caractéristiques de l'environnement, et en fait tout le processus d'orientation serait dans le rapprochement entre le moi et le contexte, et puis par une espèce d'alchimie un peu complexe, là on essaierait de voir quel serait le projet qui pourrait sortir de tout ça. Les stratégies d'appariement fonctionnent très bien pour les très riches et très bien portants. Elles fonctionnent très mal pour les gens en situation d'urgence et de vulnérabilité. Donc le modèle de l'appariement est désastreux pour les gens en grande situation de difficulté, parce qu'il augmente la perspective qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a jamais rien qui convient tout à fait. Et dès qu'on rentre par la motivation intrinsèque, débat qu'on a eu ce matin dans l'atelier, on prend le risque d'augmenter la probabilité que les gens ne décident rien, puisque c'est le seul contrôle qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Alors pour moi, c'est une grande bagarre avec les professionnels là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que si on n'aide pas les gens un peu à réfléchir à cette question-là, ben voilà, on va pas y arriver. Alors l'idée de l'obsession planificatrice, vous l'avez compris, Jean-Marie en a pas parlé, mais on pourrait débattre aujourd'hui sur quelque chose qui est très étonnant dans le cahier des charges du CEP, c'est sur l'idée qu'au fond, le sujet est acteur. Et vous avez posé la question tout à l'heure, je trouve tout à fait pertinente, c'est-à-dire au fond, sujet acteur, est-ce que c'est pas une injonction de plus, quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'il la liberté qu'on lui confie, elle n'est pas trop lourde à porter? Est-ce qu'il n'a pas l'impression quand même qu'on se moque un peu de lui, quand même, d'une certaine façon? Et le texte dit des choses très étonnantes dans lesquelles, en fait, l'individu, on sort de la logique de prescription, l'individu est libre de ses choix, par contre, l'État est libre de payer. Voilà. Et une fois que vous avez compris que le principe il est fondé là-dessus, on n'est pas du tout dans des modèles de la décision choisie, on est dans des modèles du compromis, et j'achète en fonction des ressources qui sont les miennes, et est-ce que c'est accessible? Donc à partir du moment où on a dit le CPF serait accessible en fonction de listes et en fonction de critères externes à la personne, on fait exploser l'idée d'un choix autonome de la personne, un sujet qui sera acteur. Un sujet peut être acteur dans une négociation où il a besoin de connaître les règles du jeu. Donc, c'est pas sur le principe que je suis choqué, c'est sur l'idée qu'on dit dans le texte de deux choses qui, à un moment donné, peuvent finalement se rencontrer et met les professionnels dans une grande situation de difficulté, puisqu'ils ont à la fois joué la carte de on vous aide à élaborer quelque chose qui a du sens pour vous, mais en même temps dans des cadres de contingence dans lesquels on n'a pas forcément la maîtrise par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'il n'est pas étonnant du tout que l'individu, de plus en plus dans des stratégies de décision, va s'intéresser plutôt aux moyens et aux tuyaux, plutôt qu'à la question des buts. Et c'est plutôt intelligent stratégiquement. Sauf que c'est inentendable aujourd'hui dans les processus d'orientation. Oui, j'ai presque fini. Hein. Dans les processus d'orientation, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un qui dise, bah écoutez, je sais pas, vous voulez faire financer un CIF, tiens, au hasard, vous êtes travailleur intérimaire depuis 10 ans, je vous donne cet exemple parce que moi il m'a beaucoup touché, la personne doit pouvoir bénéficier d'un CIF CDD, elle se rend à une structure qui doit pouvoir le financer, qui a même des sous pour le faire. La première chose qu'on demande à la personne, c'est si elle a un projet. La personne dit oui, j'ai le projet de trouver un emploi stable. Et on m'a dit qu'on pouvait financer une formation. On dit, ouais, mais vous voulez faire quoi? Oui, je vous le redis, un boulot stable. J'ai 15 km autour de la couronne parisienne, là, etc. J'ai conduit toutes les grues au sol, terre, etc. depuis 10 ans, c'est super, mais je voudrais juste obtenir un crédit auprès de la banque, etc. Et le conseiller lui dit, bah, il faudrait que vous ayez un projet.
J'ai un projet de trouver un boulot stable. Et c'est quoi les boulots stables? Vous voyez le grand moment de sidération du conseiller qui, juste après, lui dit mais vous voulez faire quelle formation? Ah, il dit, je sais pas, je vais faire une formation que vous financez. Ah, d'accord. Alors, je reprends la chaîne là. Donc, vous voulez un boulot, en fait, et vous pensez que vous pouvez bénéficier d'une formation pour faire une formation qui recrute. D'accord, ok, j'entends bien. Donc, nous, la commission, voilà, va statuer sur le fait que la première question dans le dossier, c'est quels sont les fondements de votre projet? Et là, je vais expliquer au monsieur que s'il dit qu'il a vu dans la rue quelqu'un qui a fait cette formation-là et qu'il explique qu'il veut juste faire une formation, il n'a aucune chance. Donc, on va faire quelque chose qui est très, très étonnant. On va faire un dossier. Et dans le dossier, on va expliquer à la commission que depuis tout petit déjà, tout petit, mais peut-être même dans le ventre de sa mère, il avait vu des vidéos, il avait été sur les chantiers du papa. Et on va faire un scénario tout à fait extraordinaire dans lequel on va convaincre la commission que tout petit déjà, vraiment, il avait très envie de faire ça et que, oui, il a quasiment des certitudes d'emploi parce qu'il a trouvé des employeurs, etc., etc. Et puis, il va faire tout ce qu'on lui demande, quoi. Et voilà, je plaisante à peine parce que ça m'a pas fait rire du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va fabriquer du travail, en fait, pour construire une mascarade sociale, simplement parce que le système dans lequel on est considère qu'on ne financera quelque chose qu'à partir du moment où les gens ont montré qu'ils sont motivés par rapport au projet. Or, ça, c'est une idée reçue qu'il nous faut combattre. Il est légitime que quelqu'un puisse faire des choix au regard des moyens qu'on peut mettre à sa disposition. Et ça, c'est vraiment l'idée de scène aussi. C'est-à-dire que c'est l'idée que le non-recours, c'est aussi lié au fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on nous prend par des imbéciles. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui pour quelqu'un qui a fait 10 ans d'intérim d'avoir un projet professionnel fondé, élaboré, construit? Donc il va falloir qu'il remplisse un questionnaire très très élaboré dans lequel il va justifier auprès de la commission tout ça. Donc tu m'avais laissé 5 minutes, il doit en rester une. Ce qui veut dire que vous avez compris que je pourrais faire un petit peu de philosophie, hein, mais ça voudrait dire que je mettrais sur un ring Sénèque avec nul vent ne le bon à celui qui ne sait où il va. Alors ça nous brasse depuis 30 ans, hein, et là, voilà, tu vas à la SNCF, si tu sais pas la destination, tu vas pas pouvoir prendre un billet quand même. Hein. Et puis, moi, un proverbe arabe que j'adore, c'est la destination du chercheur dépend du chemin qu'il prend, et qui nous pose toute la question de la nature du service qu'on peut rendre. C'est-à-dire, est-ce que le service, c'est permettre aux gens de repérer la multiplicité des directions en les outillant suffisamment pour que le premier pas soit suffisamment stabilisé, et que s'ils ont un scénario et un projet qu'ils mettent en œuvre, peut-être, si ça marche pas, ils pourront éventuellement revenir sur autre chose. Ça veut dire que l'idée même de l'itérativité, il nous faut l'introduire dans les dispositifs. Or, on est loin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on le dit, mais on ne met pas en place les mécanismes qui permettraient de le faire. Et là, vraiment pour terminer, c'est vraiment l'idée mythique, oui c'est un site ça, oui, l'idée mythique que le niveau de motivation garantirait la persévérance en formation. Toutes les études qu'on mène aujourd'hui sur les abandons en formation nous montrent que les raisons pour lesquelles les gens se sont engagés en formation ne sont pas les mêmes que celles pour lesquelles ils arrêtent. Et pourquoi ils arrêtent? Et pourquoi ils veulent quitter la formation? 80% des raisons sont liées à des facteurs contextuels, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant la situation ici et maintenant. Donc ça nous pose une question tout à fait centrale dans la question des services qu'on peut rendre, c'est comment on permet à la personne de cheminer, d'avancer en étant outillé, ce qui nous suppose de travailler sur quelques critères relativement simples. La première chose, c'est est-ce qu'elle a les répertoires de réponses de connaissance du territoire qui lui permettent finalement d'avoir développé la curiosité et d'être à peu près au clair sur les ressources du territoire qui peut être à sa disposition. Est-ce qu'elle a donc ouverture, curiosité. La deuxième chose, est-ce qu'elle a le sentiment de pouvoir agir sur ce qui va lui arriver? Plutôt faiblement aujourd'hui en France. Donc ça veut dire que la question du contrôle, alors on pourrait faire lien avec la garantie jeune par exemple, avec ce qu'on essaye de faire dans les pratiques coopératives, comment les gens vont finalement pouvoir construire des services dans lesquels on va pouvoir avancer par rapport à ça. Et puis une dernière chose qui me paraît extrêmement importante, et je terminerai par cette idée-là, c'est l'idée qu'au fond, le système, dans son obsession de rationalisation, il génère de la défiance. C'est-à-dire qu'en générant du contrôle, il génère de la défiance. Or, notamment les adolescents, mais l'adulte aujourd'hui, il a besoin de confiance. Et il a besoin aussi de l'idée que ça peut ne pas marcher, que ce n'est pas forcément gravissime. Or, la confiance est une trace d'humanité. Son résultat n'est jamais garanti. Merci beaucoup. Bon alors, je suis sans
doute mal placé pour parler, mais vous avez remarqué que ça décoiffe. Et donc, je suppose que vous avez plein de questions. Jean-Pierre a un micro à votre disposition. Donc, on va prendre une première série de remarques, de commentaires, de discussions, de questions. Ne me dites pas que ça vous a laissé de marbre, quand même. Loin de là. David Bourne, Pôle emploi, Direction Générale. Je voudrais savoir, André, pourquoi, selon toi, l'approche constructiviste versus live designing a de si grandes difficultés à prendre en France? J'aurai une réponse que tu vas comprendre très vite, c'est qu'elle ne rentre pas dans un tableau Excel. Il nous faudrait des tableaux Excel de type constellation, en fait. Et le problème, c'est, tu sais, tu changes une case, toutes les autres cases changent. Et ça, c'est très très difficile pour un énarque, en fait, qui voudrait sécuriser les cases. Non, je rigole à peine. C'est-à-dire que les modèles dans lesquels on est, c'est peut-être un des pays d'Europe dans lesquels les modèles de la rationalité sont les plus puissants, et les modèles de la planification, parce qu'ils organisent les financements aussi. C'est-à-dire que, ouais, ça nous amènerait très loin, mais toi qui fais des navigations européennes, c'est-à-dire l'obsession de la sécurisation, et notamment de la sécurisation financière, nous met dans des logiques d'efficience absolue. Ce que je peux parfaitement entendre en tant que citoyen. Donc ça suppose que l'à peu près ne peut pas exister. Or, la vie, c'est que de l'à peu près. Donc, ça veut dire que à partir du moment où on n'a pas de certitude sur le fait que ça puisse servir à quelque chose, je donne un exemple, ça veut dire qu'on va essayer de chercher une imputabilité entre, par exemple, la mise en œuvre d'un service, le service de Pôle emploi, par exemple, sur les compétences à s'orienter, et puis l'appui qui peut être apporté aux personnes. Et si cette imputabilité n'est pas bonne, on va immédiatement affecter le service lui-même sur le fait que ce service n'est pas de bonne qualité, puisqu'il ne produit pas les résultats attendus. C'est vraiment des raisons de modèle de pensée, de modèle scientifique, qui pour moi est le modèle de l'imputabilité. Chaque fois que tu mets en place quelque chose, tu voudrais percevoir des effets, donc des retours sur investissement. Vous avez bien compris, je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'on cherche des mesures d'efficience, sauf qu'il nous faudrait des outils beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'en fait, et sur des durées beaucoup plus importantes. C'est pour ça que moi je m'intéresse au parcours professionnel sur 20 ans, par exemple. Les gens nous disent qu'ils ont été mal orientés, par contre ils ont des vies professionnelles hallucinantes, plutôt réussies. Donc ça veut dire au fond, est-ce qu'on pense les choses ici et maintenant, ou est-ce qu'on les pense sur le process? Et du coup, tes modes de pensée ne sont pas les mêmes. Là aussi, j'ai eu des longues discussions dans la mise en œuvre du CEP sur le fait qu'il faut aider les gens à prendre des décisions. Donc on commence déjà à se dire, s'il y a des gens qui viennent en conseil et qui ne prennent pas de décision, ça ne va pas être bon, quoi. Vous voyez, mais de la même manière, si on dit, voilà, on a de l'argent pour le CIF, on fait un entretien pour le CIF, si tu as une baisse du CIF, on va dire au conseiller, vous n'êtes pas de bon conseiller puisqu'on a baissé Alors que l'approche de live designing, qui est une approche plutôt holistique, plutôt globale, s'intéresse au modèle plutôt de la prévention, plutôt un modèle écologique. Il y a des gens pour qui la seule chose dont ils ont besoin, c'est de retrouver l'équilibre dans leur situation, qui ne nécessite pas forcément de faire une formation, peut être très coûteuse. Parce qu'on peut parler des coûts financiers, mais on peut parler des coûts humains, de partir 12 mois en formation, enfin, etc. Donc c'est aussi des questions subtiles d'évaluation des mesures publiques, mais qui est une question européenne monstrueuse. Enfin, sur la question du non-recours, ça nous amènerait très loin, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment la question des modèles. Moi j'ai une petite question pour le coup, histoire de jouer un peu la provocation. Est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à mettre un peu trop l'accent sur tout ce qui relève de l'incertitude, de l'instabilité, du risque, et ce faisant du coup de lui donner une réalité qu'il n'a peut-être pas? Alors bien sûr il y a l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, et de se poser la question de pourquoi on a rempli ce verre qu'à moitié, et aussi les travaux qu'il y a sur l'emploi. Par exemple, qui montre que la durée moyenne du contrat de travail, elle est parfaitement stable, et qu'en fait, il y a une segmentation accrue du marché du travail, mais qui fait que les insiders sont toujours aussi protégés. Il n'y a pas une précarité généralisée, mais par contre, les plus précaires sont plus précaires. Et donc, voilà, est-ce qu'on n'a pas tendance à insister trop sur la précarité, le risque, l'incertitude? C'est une vraie bonne question. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, le déclassement est un sentiment, ou est-ce que c'est un fait? Alors c'est un vaste sujet, ça a donné lieu à une polémique quasiment ministérielle par rapport à ça. Et la question de l'incertitude, c'est aussi du même ordre. C'est-à-dire que, au fond, est-ce que c'est la perception que c'est incertain qui joue,
Ou est-ce que c'est... et en fait, on n'a pas tous le même rapport, donc ça nous pose des questions psychologiques assez fondamentales. On est dans une société où la perception de l'incertitude est suralimentée par tout l'environnement dans lequel on est. Donc tu as parfaitement raison. Quand je parle d'incertitude, c'est permettre à la personne d'identifier ce qui est sûr. C'est-à-dire que quand on va s'intéresser aux questions d'orientation, l'approche probabiliste est très intéressante parce qu'elle vous amène à dire... En fait, on utilise des indicateurs de confiance de la météo, c'est-à-dire je ne suis pas sûr à 100%, ça n'existe pas, la certitude. Par contre, il y a un certain nombre de faits sur lesquels je peux m'appuyer, que tel type de formation nécessite que sur 5 ans, l'évolution des métiers, etc. Donc, par exemple, on va faire un gros travail dans la médiation de l'information pour que les gens repèrent ce qui est de l'ordre d'une interprétation et de ce qui est de l'ordre d'un fait. Et notre idée très simple, c'est que aider les gens à faire des choix éclairés, c'est leur permettre de distinguer ce qui est de l'ordre du sûr, certain, factuel, et de l'ordre du risque. Et là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens, par exemple, qui vont venir nous voir. Je ne sais pas s'il y a des collègues du FONGISIF ici, mais voilà, on a des demandes de CIF aujourd'hui, du genre, je voudrais faire une formation pilote de drone, par exemple. Ou je voudrais, voilà, j'hésite à acheter une impression 3D, une imprimante 3D, parce que j'ai vu sur Dailymotion qu'on pouvait construire des maisons au Mexique avec une impression 3D, quoi, là. Et l'effet, c'est quoi, là? Tu vois? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la question du risque que veut prendre la personne, il est forcément individuel. Par contre, la fonction du conseiller, c'est vraiment une fonction de médiation, dans le sens distinguant ce qui est de l'ordre des représentations, des rumeurs, des recommandations fictives, de ce qui est de l'ordre des faits. Je peux vous dire aujourd'hui que sur mon territoire, sur les 3 dernières années, au concours d'outils de la puériculture, il y a eu tant de postes et il y a tant de personnes que sur le service ici, les personnes qui cherchent un boulot d'infirmière, elles en trouvent facilement. Regardez le ratio offre-demande, etc. Donc on est vraiment dans l'idée que le fait qu'il y ait de l'incertitude, c'est juste pour dire quand même qu'on n'a pas tous le même rapport à tout ça et qu'il y a des gens, par exemple, qui veulent absolument que ce soit sûr. Alors vous avez compris qu'on ne peut pas les aider parce qu'on n'est jamais vraiment sûr. Par contre, on peut les aider à prendre un risque acceptable. Et puis, au contraire, des gens qui vont vite repérer qu'on ne sait rien de rien et ils vont y aller parce que c'est leur, c'est leur truc, quoi. Et il me semble que la question du risque devient un objet de travail très intéressant parce que ça nous pose la question de est-ce que je m'embarque quand la météo n'est pas bonne, quoi. Ouais. Et il y a des gens oui et il y a des gens non. Et on n'a pas de point de vue sur le sujet en tant que professionnel. Je ne sais pas si tu vois ces mécanismes-là. Donc, c'est surtout pas dire que tout est incertain, mais c'est plutôt dire qu'à un moment donné, notre rapport à l'incertitude va modifier notre processus de décision. Et avec le risque qu'aujourd'hui, c'est que l'augmentation du potentiel d'incertitude perçue amène de plus en plus les gens à rien décider. Ce qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des dispositifs d'accompagnement, c'est que les gens n'y vont pas, parce qu'ils perçoivent des risques démesurés. Alors démesurés, potentialisés, excessifs, etc. Et alors, en termes de posture, alors ça nous amènerait loin, mais ça pose la question de est-ce que tu encourages ou est-ce que tu alertes? Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la position du conseiller aujourd'hui, c'est là où la position de le bossier est très intéressante, c'est de dire, en fait, alerter ou encourager, ben, vous allez encourager quelqu'un qui n'a pas besoin d'être encouragé, il va y aller. Vous alertez quelqu'un qui est particulièrement insécure, de toute façon, on ne va pas y aller non plus. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir la position médiane, c'est-à-dire vraiment une position de médiateur, de facilitateur, de passeur. Donc, ce qui est très intéressant, parce que là aussi, Jean-Marie l'a évoqué, mais quand, par exemple, des collègues qui n'ont jamais fait du conseil se trouvent confrontés à des problématiques comme ça, en premier niveau de conseil, il n'y a que l'individu dans le CEP, ils ne sont pas équipés pour ça. C'est-à-dire qu'ils très très vite, ils sont dans faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, ou au contraire, si vous avez envie, allez-y, allez-y, allez-y. Et c'est un professionnalisme très subtil qu'on comprend, qu'on arrive à construire sur la durée. Voilà. Okay. On a une dernière question. Et en attendant la question, juste, je vais faire un petit coup de pub parce que Aquitaine Cap Métier, d'abord, voilà, tu l'as visité, tu l'as vu, mais c'est aussi une façon de se poser des questions. Dans les questions qu'on s'est posées et que un jour Jérôme, le directeur d'Aquitaine Cap Métier, m'a posé, c'est au fond, est-ce qu'on a des travaux sur ce que les gens rêvaient de faire quand ils étaient petits, ce qu'ils font quand ils sont... On a quelques thèses sur le sujet, sur ce qu'on appelle le rêve professionnel, sa fonction, etc. Et ben du coup, on a lancé une étude avec Aquitaine Cap Métier là-dessus. Et alors, les résultats là commencent à sortir. Et très étonnamment, enfin, moi ça m'a étonné en tout cas, il y a en plus du quart et quasiment le tiers des gens qui déclarent faire ce qu'ils rêvaient de faire quand ils étaient petits. Et que dans ce tiers-là, il y a encore un tiers qui dit que ça correspondait vraiment à ce qu'ils rêvaient de faire quand ils étaient petits. Et ceux qui s'imaginaient être le métier qu'ils font à l'heure actuelle. Monsieur. C'est nos idées reçues à tous, hein, donc on en a tous cette idée reçue. Alors, c'est pas vraiment une question, quoique... J'y réponds facilement. Là. André,
Je vais pas forcément contredire ce que tu évoques sur l'approche stratégique, mais à chaque fois on parle en matière d'accompagnement d'une action vis-à-vis de l'individu et l'environnement social économique où l'entreprise est finalement l'acteur qui n'est jamais abordé véritablement. Il y a des individus ou des acteurs, je pense aux travaux des équipes IOD, qui centrent leur action sur la médiation entreprise comme moyen de facilitation du rapprochement entre l'individu et l'entreprise. Tu sais qu'on réfléchit avec un gars qui s'appelle Jean Pralon sur l'idée d'un pressariat de carrière. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur les évolutions possibles en matière d'orientation dans laquelle on pourrait avoir une prise ou une action en faveur de l'entreprise, où l'entreprise pourrait agir, l'acteur de l'entreprise pourrait agir en intermédiation avec l'individu que l'on accompagne par ailleurs. Alors c'était mes planches 22 et 23 que vous n'avez pas vues, vraiment c'est une question centrale, c'est-à-dire que là aussi c'est très développement du pouvoir d'agir. Tu peux aider les personnes à agir sur leur propre situation ici et maintenant en tant que personne. Tu peux aussi aider les personnes à agir et à prendre contact avec leur environnement, donc la logique institutionnelle. Donc la position de médiation, c'est aussi une position d'ouverture dans laquelle on pourrait dire la conception de l'orientation qu'on peut avoir aujourd'hui est plutôt une conception de permettre aux gens de vivre des expériences et de tirer des leçons de leurs expériences, notamment dans l'interaction avec le monde. Et si je reprends le travail que je mène actuellement sur la garantie jeune, on est complètement là-dessus. C'est-à-dire que les entreprises sont très partie prenante, on est très proche du territoire, on construit des choses qui sont vraiment dans l'interrelation, à la fois de la proximité territoriale et dans une articulation, en gros, des trois polarités, c'est-à-dire que le sujet lui-même, à la fois comme sujet mais comme contributeur, l'entreprise comme acteur mais aussi comme contributeur, et le professionnel comme médiateur mais aussi comme acteur. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est dans la combinaison de ces forces et de ces énergies-là qu'on pourra fabriquer quelque chose. Voilà. Je voulais terminer justement sur l'enjeu aujourd'hui des pratiques collaboratives et des pratiques coopératives territoriales, quoi. Il nous faut inventer des nouveaux modèles d'intervention. Il nous faut inventer des modèles d'intervention avec l'entreprise, avec l'environnement, et je pense que c'est central. C'est central. C'est-à-dire qu'on a. Je voulais terminer aussi sur l'idée qu'il faut arrêter avec les histoires d'adéquation individu, etc. Aujourd'hui, quand tu décides quelque chose, tu le décides aussi en fonction des ressources que tu peux percevoir. Donc l'idée de pelleteur de nuages et briseur de rêves, ouais, il faut sortir de ça, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, on voit bien que c'est dans la conciliation entre tout ça qu'on va pouvoir aider les personnes. Mais ça suppose vraiment une approche totalement élargie des problématiques d'orientation et ce que j'appelle moi de la mise en scène de dispositifs dans lesquels on va vraiment penser l'interaction comme on essaye de le faire dans les garanties jeunes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup pour ça. Bah, tu peux rester avec nous. Hein, ouais. Comme je suis moderne, j'ai été sur Wikipédia. Ça remplace les savoirs que l'on agrège pour rien du tout. Et Wikipédia dit « Une idée reçue est une opinion située entre la stéréotype, le cliché et le lieu commun. Elle a la particularité de s'admettre aisément parce qu'elle est très répandue. Elle est souvent considérée comme une évidence qu'elle aide et elle aide à ne pas réfléchir. »